Hello, c'est Quentin. Cette semaine, on parle des nouveaux Samsung Galaxy Z Series, si on peut le dire comme ça d'ailleurs, dont un tout nouveau smartphone pliable avec un format complètement repensé. On a pu les prendre en main avec Mathieu, je l'ai là avec nous pendant qu'on enregistre et on vous partage notre avis dessus. On va aussi parler de Hugging Face qui s'est fait pirater par OpenAI, de l'IA qui se fait pirater par de l'IA, c'est beau quand même. Bienvenue dans la bulle de la semaine, l'essentiel de l'actualité tech et design. Comment ça va mes petits osios, Mathieu, Rewan, comment ça va vous ? Franchement, ça va bien. Eh ben écoute, très bien. Moi, en ce moment, je vis littéralement presque avec Quentin. On est très régulièrement ensemble. C'est C'est vrai. génial. C'est une phrase de c'est fou. bon. C'est génial. Il C'est dort, génial. il dort dans mon lit d'ailleurs aussi. Ah, nice, dans le lit. Il a testé le headset. Ouais, C'est dire, dans le lit exactement. connecté. Le lit, du coup, tu fais Exactement. des bons cycles de sommeil, là, ça va? Eh ben écoute, sinon tout va bien. On est bien posé. L'été est là, mais l'été quand même est riche en actu, puisque bon, on était C'est avec vrai. Samsung. Je comprends pas d'ailleurs, bon, on y viendra, mais ces lancements en plein été, Oui. c'est quelque chose que j'ai jamais Google capté. a aussi un truc dans les cartons pour le mois d'août avec les pixels. Hein. C'est pas un secret. Il y a les pixels qui arrivent aussi en août. C'est vrai que pour réunir du monde autour d'une communication, c'est vraiment pas une période de ouf pour le faire. Bah C'est Non, et puis vraiment en même, plein même milieu du départ. monétairement, pardon, les gens ont pas forcément le budget l'été. Enfin, tu Y a rien penses qui à va. partir en vacances et pas Y a rien investir qui dans du va. matos, quoi. C'est peut-être pour anticiper, tu sais, ceux qui peuvent pas l'acheter maintenant, faire les promos cet hiver, comme ça ils l'auront bien zioté pendant les Ouais, 4-5 mois avant Noël. Ça reste quand même bizarre parce qu'en fait, souvent Samsung font des offres de précommande et tout ça. Ah, moi j'en ai Du vu, coup, j'en ai déjà vu. Ouais, mais Alors du c'est pas coup, Samsung les gens directement. ils partent en vacances et tu leur dis faut raquer tout de suite frérot, sinon l'offre de précommande elle saute. Donc tu vois. Écoute, de toute façon, vous allez nous en parler. Hein. Moi, j'ai Exactement. suivi le truc un petit peu de loin. Je me suis pas spoil. J'ai regardé juste ton réel que tu avais fait, Quentin, mais j'ai pas regardé la vidéo. Étant moi-même long possesseur de Fold 7, Exactement. j'ai Ça va très être hâte de intéressant savoir, d'avoir ton avis là-dessus. Ça va être très intéressant. Ouais. J'en profite pour nous aider. Si jamais vous voulez soutenir le podcast, laissez vos petites étoiles sur notre profil. Ça nous fera super plaisir. Et évidemment, ça nous aide énormément à faire découvrir ce podcast aux autres personnes, à partager le podcast à vos potes. Si jamais vous voulez que lui aussi ait notre avis sur ces nouveaux Galaxy Z, on vous dira tout. Et il y a aussi la bulle vocale via le lien en description de l'épisode pour enregistrer vos questions et réagir au sujet qu'on aborde. Je sais que vous étiez certains aussi à m'envoyer des MP sur Instagram. N'hésitez pas, continuez. Et puis nous, on pourra répondre à vos questions de cette manière. On va parler Samsung, on va parler de la Z Series. On a pu prendre tout ça en main directement dans les locaux de Samsung de notre côté. Alors fun fact, normalement je devais aller à Londres pour les prendre en main. Je suis bien content de pas l'avoir fait parce que après avoir vu 2-3 trucs, les locaux étaient vraiment pas ouf pour tourner. Mais pour la petite anecdote, mon passeport a expiré 10 jours avant Normal. de partir. Ça fout la rage. Et je m'en suis rendu compte au moment de partir, enfin Non, mais c'est pratiquement surtout la aussi veille. que Quoi. c'est un rappel à la réalité comme quoi tu vois l'Angleterre ne fait plus partie de l'Europe et du coup c'est plus t'y vas easy peasy avec ta carte. Complètement. Les gens s'en rendent pas compte mais franchement si vous allez en Angleterre c'est plus compliqué d'aller en Angleterre que d'aller je sais pas moi en Roumanie même presque. Et bah sachez que maintenant pour partir en Angleterre c'est un peu comme aux États-Unis. Aux États-Unis il faut faire un ESTA, C'est ça. donc c'est une sorte de visa pour pouvoir voyager. En Angleterre c'est l'ETA, c'est exactement la même chose et en fait il est lié à votre passeport. Et quand j'ai fait la première fois l'ETA, ça a bien fonctionné. Je me suis dit ok mais c'est bizarre, il m'annonce une date d'expiration qui n'est pas la bonne. Bref c'est pas grave. Et donc avant de partir je me suis dit tu sais quoi, je vais quand même vérifier si jamais je dois en refaire un et repayer. Je vais quand même voir. Et je le passe, ça marche pas. Et tu sais, t'as la frustration qui monte en mode c'est quoi cette appli de merde? Pourquoi ça fonctionne pas? Non, c'est juste que mon passeport étant expiré, vu qu'il est lié directement au visa, Lâché. ça n'a pas fonctionné. Donc bref, et puis après je me suis fait refouler par la préfecture qui n'a pas voulu me délivrer un passeport d'urgence. Mais tout va bien, on a quand même pu prendre en main ces smartphones quelques jours plus tard directement dans les locaux de Samsung. En plus j'étais accompagné de mon Mathieu national, ce qui nous a permis d'en savoir plus sur ces nouveautés. On a 3 nouveaux smartphones, 3 nouveautés. Le Galaxy Z8 Ultra qui prend la relève du Z Galaxy Fold. Z Fold, j'ai dit Flip. T'as dit Z8 juste. Z8, et ben voilà, ça C'est régale. pas grave. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra qui prend la relève du Z Fold 7 sorti l'an dernier que Rewan a dans la main. On a aussi pu découvrir cette fameuse nouveauté, ce nouveau format avec le Galaxy Z Fold 8 et le Z Flip 8. Mathieu, qu'est-ce que t'en penses ? Alors juste pour préciser à nos auditeurs, la différence flip et fold, c'est le sens dans lequel il s'ouvre.
faut imaginer le fold comme un livre et plutôt le flip comme un espèce de poudrier. Téléphone à câbler. Genre le truc des Total Spice, tu Ouais, vois. ouais. Que tu C'est ça, ouvres. c'est le modèle un Clapet à peu l'ancienne. compact, ludique de C'est ça. Samsung. En fait, ce qu'on projette quand on dit un smartphone pliable, c'est ce qu'on imagine dans les années 90 en fait. Le flip, c'est exactement ça. Ça s'ouvre, Oui, ça c'est se vrai. ferme Oui, dans pardon, ce format. je voyais pas où t'allais avec cette info, mais oui, en fait, le clic, enfin, je sais plus comment on appelait ça, le clap ou un truc comme ça, là. Ça va, Le non. clic-clac. Ouais. Oui, non, mais J'ai failli dire ça, en je suis assez d'accord avec toi. Il y a un terme là-dessus, mais bon, c'est le téléphone à clapet C'est ça. finalement. Après, si on il est, était comme ça. si on est dans les termes, on peut dire aux gens qu'on dit pas pliable, mais pliant, mais on s'en fout. Alors, il y a eu un Ah, truc là-dessus, un un sujet, communiqué un communiqué Allez. qui a dit que le terme pliable était recevable aussi pour les Allez, smartphones, donc bah, on dit c'est ce qu'on bien. veut. En vrai, Donc en vrai, ça c'est bien. régale, ça En régale vrai, parce que c'est pliant bien, c'est relou. Ouais, c'est un peu relou. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, Samsung a restructuré du coup sa gamme autour de 3 usages distincts. Tu veux nous faire un petit résumé, Mathieu? Bah ouais, rapidement, en fait, il y a déjà donc le Fold 8 Ultra, pour faire très court, très rapide, c'est vraiment l'évolution du Fold 7, avec une mise à jour au niveau des composants, avec un meilleur SoC, donc la puce à l'intérieur du téléphone, avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5 Galaxy Edition, qui est une version légèrement boostée, on va dire, du 8 Elite Gen 5 tout court, que tu retrouves chez un Honor, chez un Oppo, chez un Xiaomi, etc. Et par rapport au S26 Ultra, il me semble Le que c'est le S26 même, Ultra, non? c'est les mêmes. En C'est fait, le même, c'est hein. Samsung qui va voir Qualcomm et qui lui dit, bah, tu sais quoi, ton cœur processeur, etc., ou ton GPU, tu me l'augmentes légèrement. Tu me le boostes. C'est comme de l'overclocking, en fait. Tu lui mets quelques hertz en plus, histoire de... ça fait plaisir, ça régale. Et nous, ça permet de pouvoir dire que c'est un Galaxy Edition. Voilà. Il faut savoir que, par exemple, petite anecdote, moi, j'ai testé le Red Magic 11S Pro, qui a pu aussi également se procurer cette version légèrement boostée, sauf qu'au lieu de s'appeler Galaxy Edition, il s'appelle Leading Edition. L-E-A-D, parce que je dis très mal en anglais. Leading. Leading Edition, donc qui est une version légèrement overclockée. On va retrouver aussi également une petite mise à jour technique sur la partie des caméras. On va retrouver donc le triple capteur avec le 200 mégapixels et l'ultra grand angle qui passe à 50 mégapixels au lieu des 10 de mémoire. Du coup, 12 voilà. peut-être. Ou 12, ouais, t'as raison, pardon. 12. J'ai l'impression en tout cas que c'est pas plus mal parce que la version ultra sortie cette année sur les smartphones pliables est vraiment ultra dans le terme comme un S26 Ultra, tu vois. Il a toutes les nouvelles technologies que Samsung peut avoir avec les 200 mégapixels, les C'est 50 ça. mégapixels, etc. pour les capteurs et aussi en termes de technologie d'écran, de batterie, etc. Exactement. C'est cool. On dirait que moi, de ce que j'ai vu, alors vous allez peut-être me dire le contraire, mais j'ai l'impression qu'ils affinent une formule. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution majeure, si ce n'est un nouveau format dont je pense que vous allez parler, qui, moi, le truc qui m'intéresse le plus, mais pour les autres, c'est plutôt on travaille encore, on continue En fait, à améliorer un petit peu à la japonaise, tu vois, les points. C'est de non, mais- l'implémentation. non, mais en un peu, vrai, ouais. la révolution, si on peut encore dire ce mot-là, qui est un peu galvaudé dans la discussion, mais en vrai, le vrai redesign, il a été fait pour le Fold 7. Oui. On l'a vu, entre le 6 et le 7, il y a un monde qui se passe. Donc, Bah, d'ailleurs, les comparatifs qu'ils font, notamment en termes de finesse, parce que ça a aussi été un gros argument, le feeling qu'on va avoir en main. Les comparatifs, ils sont vachement avec la génération d'en dessous, donc le 6, pardon. Si on compare le Fold 7 avec le Fold 8 Ultra, c'est 0,1 mm d'épaisseur en termes C'est ça. d'épaisseur. par contre, Et c'est le même poids, c'est 215 grammes aussi. par contre, il y a un truc qui a changé, et ça, on l'a vu notamment quand on a pu, parce qu'on a réussi à avoir un Fold 7 et un Fold 8 Ultra à côté. Le bump de la caméra, il est beaucoup plus gros que celui du 7, mais Ouais, beaucoup en fait. C'est vrai. Parce qu'en fait, avec ce nouveau capteur de 50 mégapixels, outre le fait que c'est 50 mégapixels, en fait, le chiffre veut rien dire. Mais le capteur en lui-même a l'air plus épais, je pense. Et donc, Samsung a eu sans doute la bonne idée de se dire, on va essayer de conserver la finesse équivalente parce qu'on sent que si on le fait grossir, ça risque de faire va grincer grincer, des dents, ouais. etc. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont feinté. Ils ont même réussi à le diminuer de 0,1 mm. Et en fait, parce qu'il passe de 5,2 sur le 7 à 5,1. 5,6. Non, c'est À 5,2. 5,2, 5,1. Tu t'y connais mieux en chiffres. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont agrandi le truc de la caméra. Donc ça c'est plutôt cool, c'est plutôt bien joué de leur part. De toute façon, le 7 aussi, quand tu le poses à plat sur une table, il Ouais, tangue les deux, de c'est partout. pareil. Donc ça change rien véritablement au problème. Il y a C'est une pas vraie non nouveauté plus- par contre voilà. qui s'est incrustée sur les deux, Oui. dont la version Ultra, Oui. c'est ces deux couches d'aluminium Oui. qui ont été posées en dessous l'écran. Le Flex Titanium, qu'ils Le appellent Flex ça. Titanium, c'est ça, c'est la technologie qui mixe les deux, qui ajoute justement soit à la fois une structure en alliage de titane sous l'écran
mais aussi une autre couche en fait sous l'écran et une au niveau du châssis qui permettent de limiter la pliure C'est qui a stylé, ça. aussi été repensée. Et c'est vrai que écran allumé, ça se Ouais. dissimule encore plus. Écran éteint, finalement, on l'aperçoit encore. Mais par contre, c'est vrai qu'écran allumé, tu la vois beaucoup moins et tu la sens presque plus. C'est-à-dire sur- que ouais. même au doigt, quand tu passes ton doigt, tu le sens encore moins que sur le 7. Après, encore une fois, hein, en tant que. Et je dis pas ça vraiment pour vanter les mérites de la marque, mais c'est vrai que même sur le 7, déjà à l'utilisation quotidienne, tu Oui. ne la vois plus. Tu es sur un écran d'une qualité exceptionnelle. Au niveau des reflets sur les basses luminosités, tu peux le voir si jamais tu es légèrement en contre-jour ou quoi. Mais sinon, c'est vraiment quasiment invisible. Et en fait, c'est juste que toi, tu t'habitues au truc. En fait, c'est vraiment pas un élément gênant dans l'utilisation du smartphone. C'est aussi censé améliorer la rigidité du Fold Ouais. et du coup de la fermeture, pliure, etc. dont le système a aussi été amélioré, ce qui permettrait éventuellement de régler certains problèmes qu'ont eu et que j'ai eu notamment. On a tous eu. qu'on Moi, j'ai a eu un tous Fold eu, ouais. 4 aussi. Donc, on est tous passés par là, les écrans qui lâchent, qui est un sujet relativement tabou quand même chez Samsung. T'en as on va pas parlé se mentir. d'ailleurs, hein, tu Ils sont leur toujours un peu t'as mis les gênés. termes. Ouais, ils sont toujours un petit peu gênés avec ce problème-là. Parce que j'ai l'impression quand même que j'ai l'impression que c'est quand même un truc qui passe entre les gouttes. Et donc Samsung essaye de pas mettre trop le sujet sur le tapis. Eux, ce qu'ils nous ont dit, c'est que depuis ces dernières années, j'ai l'impression que ça. Quand ils disaient dernières années, je pense que c'est plutôt vis-à-vis du 7 que je pense que le taux de retour Oui, 6-7, je pense. s'améliore sans doute un peu mieux. Donc ça, c'est pour moi la principale chose, hein, de toute façon, sur lequel ils vont devoir répondre, parce que de toute façon, on l'a vu, on va en reparler, mais les prix sont de plus en plus élevés. Je pense que si déjà à l'époque, c'était déjà la marge de manœuvre tolérable était très fine, là, je pense que là, il n'y aura rien qui sera pardonné s'il y a un quelconque problème, parce que tu vois, on ne sait pas comment va vieillir ce Flex Titanium. Et il y a un monde où il y a souvent des dramas dans la tech avec des petits problèmes. Des machin, trucs donc qui viennent on- après coup. Ouais, Voilà, l'utilisation, exactement. on parle par exemple du Magic Keyboard d'Apple, Et souvent, troisième édition, là, qui était un peu foiré. c'est ça. Et souvent, quand tu intègres ce genre de nouvelles technologies, il y a toujours une première série, entre guillemets, qui va recevoir cette nouvelle, ce Flex Titanium, qui va sans doute peut-être essuyer les plâtres. Tu veux dire qu'il y aurait un FlexGate bientôt? Ouais. Après, attention, Pas- parce qu'on parle quand même d'une évolution d'une technologie déjà existante sur cette génération. Donc, c'est pas comme si on sortait une toute nouvelle technologie, un truc comme ça. C'est plutôt une forte amélioration qu'ils ont peut-être rebrandé avec un nom différent, mais qui. Pour le reste coup, quand les même. 2 couches de titane, c'est vraiment nouveau, mais effectivement, fort de leurs 7 ans, C'est ils ça. ont apporté cette nouveauté qui semble en tout cas pour l'instant être assez pertinente. À voir évidemment comment ça va vieillir sur le long terme. C'est pas forcément. Enfin, c'est potentiellement une bonne nouvelle parce que le titane, c'est un matériau qui est quand même très solide. Maintenant, à voir ce que ça donnera. Quoi. Si j'étais complotiste, je dirais aussi que le challenge de l'iPhone pliant n'y est pas pour rien. Et je pense qu'à mon avis, mais ils ont c'est sûr. dû Tu penses que c'est un pied de nez? déployer. Non, en fait, c'est pas forcément un pied de nez, mais comme Samsung, je crois, Samsung a été finalement choisi à confirmer, mais de mémoire, que l'iPhone pliant aurait un écran Samsung, parce que ça s'est battu. Il y a eu LG, il y a eu d'autres entités d'écran qui ont été challengées pour résoudre le problème de la pliure, qui a été une exigence apparemment dans les off, dans les backstage, c'est ce qui se disait du côté de chez Apple. Et je crois que Samsung a réussi. Donc je pense que ce qui a servi pour convaincre Apple de le choisir en tant que partenaire pour le composant de l'écran a nécessairement servi aussi à ce Fold 7. Ce Fold ça serait 8 Ultra, pardon. du coup, Je vais y ouais. arriver, ouais. Autre point, ouais, vas-y, J'allais pardon. dire, je sais pas, ce serait rigolo que du coup, en fait, ils aient pas du coup quelque chose qui dissimule complètement la pliure, sachant que ce serait potentiellement une techno qui serait développée pour Apple, tu vois. Je pense qu'ils n'ont pas réussi. Après, En peut-être fait- que Apple développe aussi un truc en interne. Il récupère une technologie, il l'améliore et il l'intègre. En fait, ce qu'il faut bien Potentiellement. rappeler aux gens, c'est que le Samsung dont on parle là, qui est Samsung Display, c'est pas Samsung Mobile. C'est-à-dire que eux, ils sont là, ils font C'est une des entité écrans différente. et ils doivent les vendre. Après, il y a forcément des accointances parce que Samsung Mobile, c'est un peu le cousin, entre guillemets, si on devait faire le jeu des familles. Mais je pense que donc, du coup, Samsung Display a dû forcément mettre tous ses ingénieurs et toutes ses compétences au service pour justement remplir le cahier des charges d'Apple. Et que, en gros, une fois que le cahier des charges d'Apple il est rempli, il n'y a pas forcément d'exclusivité. C'est juste une pliure sur un écran, tu vois. C'est un défaut. De toute façon, c'est un défaut inhérent, on va dire, à la technologie. Que tu sois Apple ou Samsung Display, ton but, c'est de régler ce problème-là. Donc, il n'y a pas de raison que les autres... tout à fait. Et ce qui va être intéressant, ça va être de comparer les deux.
quand le Bien client sûr. va arriver, puisque celui d'Apple devrait arriver, si je dis pas de bêtises, en septembre dans les rumeurs. Normalement. Potentiellement, c'est des rumeurs, mais ça va être intéressant de voir si on retrouve un peu le même ADN, le même un peu écran chez Apple comme chez Samsung. Donc ça va être un cool. Pour en revenir aux nouveautés marquantes aussi de cette gamme, et là du coup ça inonde un petit peu l'ensemble, que ce soit le Fold 8 Ultra, le Fold 8 et même le Flip. Il y a enfin de la charge dite rapide, on va dire, chez Samsung, parce que tout passe à 45 watts en recharge, là où avant c'était bloqué à 25, ce qui était un petit peu la honte vis-à-vis des autres constructeurs chinois. Pour te redonner une idée, chez Honor, c'est du 60 watts en charge rapide. Donc, il était temps quand même que Samsung propose à minima ce qui sait faire de plus rapide chez eux. Donc, c'est 45 watts. C'est pas encore au niveau de la concurrence, mais au moins, ça fait un peu moins la honte, surtout quand tu as un téléphone qui coûte à partir de 2100 € et qui monte, si je dis pas de bêtises, à 2700, 2008. Ouais, c'est ça. 2008 pour le modèle 1 Teraoctet avec 16 Go de RAM. Donc ça, c'est franchement les gros sujets à retenir de cette Fold 8 Ultra. Quand même, le fait que maintenant, chez Samsung, directement chez eux, dans leur catalogue, ils vont avoir 3 pliables directement disponibles, qui sont plus des concepts, qui sont vraiment une déclinaison de format finalement. Bah, c'est une gamme, c'est comme ils expliquaient, j'aurais des choses à dire rapidement sur le Flip, mais c'est comme elle nous expliquait, la chef produit chez Samsung France, elle nous disait, bah, en fait, comme le S, il nous fallait une gamme complète. Je pense que quand il parle de complète, il compte les versions FE, ce qui fait que tu as trois modèles chez Samsung. Tu as le FE, tu as le normal. Non, je crois que tu as même. Non, tu as le normal, tu as le S26 normal, tu as le Plus et tu as le Ultra. Donc là, du coup, tu as le Z Flip 8, Z Fold 8 normal et Z Fold 8 Ultra. Donc tu retrouves cette cohérence de Tellement 3 de chiffres. modèles par gamme. Exactement. Ensuite, eh ben, on arrive justement à ce fameux Fold 8 qui est un petit peu la star de cette annonce et qui vient un petit peu, on va dire, apporter un nouveau paradigme au format du pliant. Et confirmer aussi, je trouve, quelque chose. Parce Oui. qu'on a vu Huawei faire ce format avec le Pura X Max. Ouais. On a vu Google Pixel avec Google qui le fait avec le Pixel Fold. Le 10 Pixel 10 Fold, je Oui, sais même plus ça. c'est quoi le nom, il y a trop de c'est chiffres. Fold, ouais. Mais en tout cas, ils adoptent ce format un petit peu passeport et Samsung vient confirmer que c'est une tendance qui pourrait plaire ou tout du moins qui fonctionne. Ouais, mais honnêtement, pour les avoir vus, je pense que pour ceux qui veulent faire la transition et qui ont peur de passer sur un truc trop affirmé comme ce que peut être le Fold 7 et maintenant le 8 Ultra qui sont beaucoup plus longitudinaux plutôt que larges en format passeport, c'est l'actuel 8 du coup qui vient d'être annoncé qui est le mieux réussi. Parce que quand tu regardes les Pixel 10 Fold, etc., comment dire, déjà il est asymétrique, il a un coin anguleux et un coin Bon, légèrement arrondi. Et le format est beaucoup plus, il est plus épais, il est moins agréable à prendre en main. Là, tu sens que vraiment il y a un grand tournant et que je pense que ce modèle-là, c'est celui qui va conquérir ceux qui étaient un petit peu réticents au format précédent. Je suis assez d'accord. Après, on va pas se mentir, ça fait mal de le dire quand même encore en 2026, mais Pixel reste quand même une marque bien plus confidentielle que Samsung. Donc, Oui. je pense que, tu vois, par exemple, si demain, ce format devient un format porte-étendard, le format iconique du pliable, et ben en fait, je pense que c'est Samsung qui en aura un peu plus les lauriers avec Je suis Apple, d'accord. plus qu'un Google, malheureusement. Complètement d'accord. Là où je pense que le smartphone parfait, ce serait l'OS de la manière dont il est présenté sur le Pixel avec un Android un peu plus pur sur un format et des entre guillemets performances, même si on est un peu équivalent, mais surtout sur un format et sur des technos qui sont proposés par Samsung avec le 8. Bah, l'OS reste un gros sujet. On sait que Samsung nous en a parlé avec One UI 9 qui apporterait beaucoup de mises à jour en termes d'ergonomie, d'usage d'écran, que ce soit sur le grand écran 8 pouces du Fold 8 Ultra, mais le 7,6 pouces aussi du Fold 8, parce que c'est vrai que c'est 5,5 pouces, il me semble, sur la face extérieure et 7,6 sur la C'est ça. face intérieure du Z Fold 8, donc il faut pouvoir les exploiter. Ouais. Et c'est pas tout d'avoir un concept qui fonctionne et un smartphone qui est beau, attrayant, etc. Il faut que derrière, le logiciel suive. A priori, d'après ce qu'ils nous disent, ce serait beaucoup plus optimisé. Maintenant, on va falloir qu'on teste pour voir ça, quoi. C'est ça. Après qu'on aime ou pas One UI, ça c'est vraiment pas une question de goût. Je sais que vis-à-vis des observateurs de la tech en général, One UI est quand même là où il marque des points, c'est souvent sur l'ergonomie. Oui. C'est-à-dire que souvent les menus sont bien pensés pour être en bas par rapport aux écrans, aux grands écrans, et c'est souvent salué. Donc je suis pas très inquiet là-dessus. En vrai, c'est même depuis One UI 8, parce que moi j'ai fait la Oui. transition 7-8. En vrai, c'est beaucoup mieux. Alors, ils ont un peu glace-morphisé l'interface avec un espèce d'aspect légèrement vert fumé, comme ce que a proposé Apple sur les dernières mises à jour, là, après qu'il y a eu un peu le problème de la lentille qui
comment dire, attirait un peu trop l'œil et comment dire, ne faisait pas forcément office à l'interface et à l'utilisation, au confort d'utilisation. Mais du coup, quand tu as l'habitude de t'en servir, tu te rends compte que effectivement, dans la manière d'utiliser, dans l'expérience, tu es beaucoup plus à l'aise avec que ce soit ouvert ou fermé, que vraiment c'est fluide les transitions. Là où sur d'autres smartphones, alors j'en ai pas testé énormément des pliants, mais il y en a où c'est un petit peu plus rugueux, où tu te rends compte qu'il y a des choses qui s'adaptent pas bien. J'ai pas rencontré d'application à l'heure actuelle qui rendait pas bien sur un Pixel, si ce n'est Instagram. Sur un Pixel, pardon, sur un Fold, si ce n'est Instagram. Parce que Instagram, genre vue ouverte, il te garde quand même une interface comme si tu étais sur un smartphone de taille standard. Bah, c'est sûr que ça a beaucoup évolué parce que les premiers, les premiers Fold, moi je me souviens d'avoir testé le Z Fold 1. D'ailleurs, il s'appelait le Z. Non, je suis même pas sûr. C'est Z Fold. Je crois que c'est juste Fold. Je crois que c'était pas Fold. Bon, bref, on s'en fout. Ah, peut-être. Mais en tout cas, toutes les interfaces, c'était une cata. C'est arrivé vraiment sans aucune En exploitation. fait, ils avaient pris l'interface de smartphone de base et ils ont juste essayé d'étirer un peu partout. C'est ça. Et de faire comme ils pouvaient. Ça Et marchait pas effectivement, du tout. ils ont gagné C'était cata. Et même Google a fait un gros travail là-dessus pour aussi rendre Android Stock beaucoup plus versatile, beaucoup plus ergonomique pour ce genre d'écran qui se plie. Évidemment, il y a beaucoup d'autres nouveautés dont on pourrait parler. On va vous rediriger vers nos vidéos, comme ça vous aurez toutes les petites informations et nos avis, que ce soit partie design de mon côté, partie technique du côté de Mathieu. En tout cas, on a tout couvert. Il a même couvert les nouvelles watch qui sont sorties. Moi, j'en ai absolument pas parlé. C'est quoi ton avis un petit peu global sur cette gamme? C'est quoi ton préféré, par exemple? En vrai, j'étais un peu sceptique là sur le Fold 8 tout court, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours le problème de la frustration de quand tu l'ouvres où c'est jamais suffisamment assez grand. Moi, mon fantasme ultime, c'est qu'on arrive un jour à avoir du 10 pouces, et ça, c'était fait avec le Trifold. Mais du coup, forcément, tu as toutes les concessions qui vont avec, l'épaisseur, etc. Mais plus ça avance, plus je suis conquis par ce Fold 8. Et pour moi, il a, à part le prix, malheureusement, mais ça, c'est plus une question de pouvoir d'achat, j'ai envie de te dire, il a tous les arguments pour réussir personnellement, parce que je trouve que au niveau compact, il devient très intéressant. Et j'en profite pour faire un aparté rapide, mais tu vois, par exemple, même le Flip 8, même pour moi, il a une vraie raison d'exister par son côté un petit peu modulaire sur la façon de pouvoir faire de la création de contenu avec les différentes caméras. Il est un peu déceptif. Hein. Alors, il est pas. Ouais, alors moi, perso, depuis le Flip 7, je commence à aimer la team Flip. Le seul truc qui m'embête un petit peu aujourd'hui, c'est qu'il y a une rumeur qui parle, qui dit que d'après Sam Mobile, qui a repris, c'est un regroupement de rumeurs qui disent qu'apparemment, le Flip 8 sera le dernier. Et en fait, l'idée, ça serait de dire on mise tout sur le Fold. C'est limite un peu, on force les gens à adopter la gamme Fold. Et en fait, en utilisant les deux, tu te rends compte que quelque part, le Flip, il a encore sa raison d'être, parce qu'il ne fait pas tout ce que le Fold 8 fait. Si le Fold 8 ferait tout ce que le Flip fait, je te dirais OK. Mais c'est pas encore le cas. Par exemple, te filmer avec un écran extérieur et utiliser les caméras, oui, pour le Fold, il faut le tourner, mais t'as pas le côté où tu peux le mettre en tente ou un truc comme ça, tu vois, pour le faire tenir. L'autre, il a vraiment un côté utilitaire de fou. Donc, on va voir. C'est que des rumeurs. Mais du coup, je serais quand même le Fold 8 serait peut-être plus dans la poche. Ah ouais. Moi, demain, Samsung me dit on t'en lâche un, tu prends lequel? Je dis je prends le Fold 8. Malgré quand même qu'on a ce côté un petit peu comme ce que tu vis toi avec l'iPhone Air. C'est-à-dire que tu as un capteur de moins, tu n'as pas de capteur téléobjectif, tu as juste les deux l'ultra grand angle. C'est un objectif de plus que l'iPhone Air. Hein. Moi, ça me régale. Ouais, tu as donc le capteur principal de 50 mégapixels et l'ultra grand angle, parce que je crois que tu n'as pas le 200 mégapixels sur le Fold 8. C'est Tout double est dans 50. l'ultra. Ouais, exactement comme le Flip, en fait. Oui, et puis c'est pour scinder les gammes pour que l'autre, le ultra, il ait son nom de ultra. Donc, Fold 8, grosse réussite. Après, il faut les sous, quoi. Je pense qu'en fait, les utilisateurs de Flip original, donc 6, 7, peu importe, je pense qu'ils seront très tentés de passer sur la nouvelle version du Fold 8 et pas du Flip 8. Parce qu'il y a un aspect déceptif quand on a les trois smartphones en main. Le Flip 8 paraît très épais par rapport aux autres. Ah ouais? Évidemment, c'est le cas parce qu'il y a moins de matière, mais moins d'écran, etc. Non, mais de toute façon, donc on peut pas stocker la batterie. Le mais Flip, il a toujours été une gamme un peu bâtard. C'est-à-dire que, tu vois, on met pas du Qualcomm dedans, on met de l'Exynos et tout. Ça a toujours été un petit peu en retrait, qui a été mis en retrait. Voilà. Mais plus compact, plus lifestyle dans l'usage. On peut même l'utiliser en mode caméscope, c'est très cool. Mais c'est vrai que le Fold 8, moi le Fold 8 Ultra, j'ai du mal parce que c'est pas mon approche, c'est un peu trop gros par rapport à mon usage au quotidien. Il est pour toi, ouais. Mais malgré qu'il embarque toutes les nouvelles technologies et qu'il embarque un petit peu cette appellation Ultra, en tout cas il le porte bien.
c'est vrai que le Fold 8 me tente bien. Et puis, je suis content de voir que la tendance va dans ce sens et confirme un petit peu que c'est un format qui pourrait bien fonctionner. À voir les répercussions, évidemment. Mais ouais, l'avenir nous dira ce que ça vaut, ce passeport. Et puis bon, en tant que bon utilisateur de Z Fold 7, t'en penses quoi, toi, de tout ça? Franchement, en vrai de vrai, le format du 8, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le format passeport. J'aime beaucoup le fait que ce soit un smartphone qui soit un peu tassé sur lui-même, qui soit un peu plus large, puisque moi qui ai des grandes mains, typiquement pour taper sur un clavier, quand tu te retrouves sur des smartphones comme les pliants qui ont tendance. C'est un peu moins le cas maintenant, mais tu te rappelles du Flip 2 par exemple, qui était très long Oui. et vraiment pas large, où tu En avais un format clavier. télécommande, là, un peu. C'est ça, tu avais l'impression que le clavier était ridicule. Donc, même encore avec le Fold 7, j'ai encore tendance avec mes gros doigts à taper un peu partout quand je vois un message. En vrai, c'est anecdotique parce que ça corrige très bien. Mais sur un passeport, du coup, tu te retrouves sur un smartphone un peu plus large. Le truc, c'est qu'avec mes accessoires actuels, je me demande un peu comment tu vas adapter ça. Typiquement, quand je l'accroche sur la moto, c'est bête, mais il va falloir que je trouve un accessoire pour mettre un smartphone un peu plus large, tu vois. Faut tout racheter. Faut tout racheter. Et typiquement, en fait, par contre, pour tout ce qui est consommation de contenu multimédia, tu te retrouves sur un format qui est plus proche du 9 pouces ou du 19, je sais plus, le format, étiré, C'est 4K, c'est cinéma, 4 tiers. Ouais, c'est ça. un 4 tiers. C'est Là. un 4 4 tiers. tiers, mais du Mais du coup, coup, t'as les bandes noires. Hein. t'as des bandes noires, mais qui sont vachement réduites sur le passeport. Mais Ouais, pour mais- l'IMAX, c'est bien. Hein. C'est ça. C'est le format IMAX. C'est ce hein. que j'allais dire. Et en fait, du coup, tu te retrouves sur un format qui est beaucoup plus agréable pour ceux qui aiment bien consommer de la vidéo. Donc, ça pourrait me tenter. Maintenant, quitte à acheter un smartphone premium, je préfère mettre un peu plus et aller sur le Ultra directement, vu que je fais partie des power users. Ce ne sera pas tout à fait le même format, mais je suis déjà habitué au Flip 7. Au Fold 7. Au Fold 7, j'ai vraiment du mal avec le truc. Il y a trop de chiffres. La nomenclature. En fait, c'est le fait de chercher la génération qui fait que je bug sur la catégorie du produit. Donc le Fold 7, du coup, et le passage sur le Fold Ultra peut être intéressant. Après, il faudra que je regarde vraiment dans le détail de la fiche technique. Bah, en vrai, Typiquement, Samsung Dex, je m'en sers. moi, tu vois. C'est con, si mais je je m'en pouvais sers. te résumer en une phrase, c'était un Fold 7, ça vaut pas le coup de prendre le Fold 8. Ah non, mais je passerai pas dessus, qu'on soit bien clair. Oui, Il n'y a oui, pas oui. de fonctionnalité aujourd'hui qui me dit Non. OK, il y Non. a une cassure qui fait que je vais transitionner. Tu vois. D'autant que t'as l'épaisseur qui va bien. C'est ça. T'as le J'aurais dit produit la qui charge fonctionne. rapide, mais ça justifie pas les. Enfin, Je bon, ne mettre sers un jamais billet, de la charge ça- rapide. ouais. Et puis si jamais vous voulez les acheter, attendez, parce qu'il y aura beaucoup d'offres. Et les smartphones, ils vont passer de 2100 à 7, Et en vrai, 1002. Il y en a même déjà beaucoup. il y en a hein. déjà beaucoup. Il y en a déjà Sur beaucoup. Samsung La le Fnac ça a fait, hein. pompé aussi La déjà. Fnac, je crois que tu as des bonus de reprise si tu rends ton smartphone plus un ODR directement chez Samsung En pour fait, l'offre de lancement. T'as une offre mystère, juste une boîte mystère de 568 €. J'ai retenu le prix de tête, avec des cadeaux dedans. En fait, tu sens que cette année, ils ont plus trop de thunes pour faire des offres, justement, comme tu dis, d'ODR et tout, de remboursement. Donc, ils essaient de compenser en filant plein de cadeaux, d'accessoires, de machin, que vous pouvez revendre si vous avez envie d'amortir un peu le prix. Quoi. Une fois n'est pas coutume, je vais vous reparler d'IA parce qu'il y a un truc qui est peut-être passé sous vos radars, mais moi qui m'a fait un petit peu tiquer cette semaine, moi et puis les gens avec qui je bosse, et évidemment, et puis toute la sphère cyber, le prétendu piratage de Hugging Face par OpenAI. Ouais, moi, j'en ai entendu parler aussi. L'IA par l'IA. L'IA par l'IA, vous en avez entendu parler un petit peu ou pas? Pas du tout. Moi, Pas j'y du suis. tout. Je te fais le contexte rapide. Donc, le 16 juillet, tu as Hugging Face, qui est une plateforme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu le GitHub de l'IA. En fin de compte, c'est un petit peu un repos où tout le monde, tous ceux qui font leurs modèles, les grandes boîtes comme les particuliers peuvent uploader des modèles qui sont même créés. Anecdote dans l'anecdote, c'est une boîte américaine, mais qui est faite par des Français. Oui, bah écoute, Ok. il faut chercher les financements là où il y en a. Hein. Ouais. Qui a publié un blog post qui annonçait, genre, on s'est fait pirater. Et à ce moment-là, ça ne mentionnait pas d'IA. En fait, ils se sont juste dit, on a subi une brèche dans nos systèmes, machin. Et un peu plus tard, ils ont dit, alors je crois que c'est le 16 juillet, pardon, qu'ils ont précisé qu'ils s'étaient fait pirater de bout en bout par une IA autonome, mais à la base, un peu plus tôt, ils n'ont pas identifié le fait que c'était une IA. Il y a eu quelque chose de très important qui, je pense, va vous faire tiquer, mais je vais continuer le récit avec des infos volontairement un petit peu éparses. C'est également suivi côté OpenAI, qui du coup va eux-mêmes publier son propre blog post en expliquant un petit peu ce qui s'est passé, etc. Le truc, c'est qu'en fait, apparemment, le modèle, il aurait fait certaines chaînes d'exploitation complexes. Je vais vous passer les détails, mais en gros, il aurait trouvé un moyen de s'évader de la sandbox dans laquelle il était. Grâce à, on appelle ça en fait une exécution de code à distance et une injection de template dans ce qui s'appellerait être un système de gestionnaire de dataset, donc son set de données. Pour les gens, pour vulgariser les gens qui ne sont pas peut-être bien au fait de tous les termes techniques que tu dis, imaginez-vous une IA qui est enfermée dans une boîte et en fait, cette IA elle a réussi à s'échapper de cette. Oui, c'est ça, c'est cette l'évasion de Parce que pour de les gens, peut-être de bac à sandbox, sable. tout ça, c'est pas Ouais. forcément des notions faciles. Quand ils testent ces modèles-là, ils les testent dans des endroits qui sont justement prévus pour des tests, c'est-à-dire qu'ils sont volontairement cloisonnés pour pas pouvoir s'échapper.
Apparemment, il aurait trouvé une faille 0-day, donc faille jour 0. Une faille 0-day, c'est quoi? C'est une faille qui n'a jamais été trouvée au préalable, qui n'a pas de patch, etc. Dans un proxy de registre de paquets. Donc ça, en fait, c'est une espèce de couche qu'ils mettent entre les endroits où tu récupères typiquement des dépendances. Donc tout ce qui peut être, tu sais, tu peux récupérer des paquets pour développer ton logiciel, des librairies, ce genre de trucs. FFmpeg, par exemple, pour ceux qui font de la vidéo. Et en fait, ils proxifient les connexions, donc ils mettent un intermédiaire pour savoir qui télécharge quoi, à tel moment, telle version, et pour aller les récupérer directement depuis un endroit où elles sont pré-cachées. Tu vois, si tu fais beaucoup de développement, ça peut être utile. En fait, ce qu'elle a cherché à faire, c'est à sortir du système dans lequel elle était. Pourquoi faire? Parce qu'en fait, cette IA, elle était en train de... Elle a eu l'instruction de réaliser un benchmark, le benchmark Exploit Gym, qui est un benchmark sécurité. Puis en fait, ils ont dit, on va te tester sur ce benchmark. Voilà les exercices que tu vas faire. Plutôt que de faire les Donc exercices... le benchmark concurrentiel. Le benchmark pour la comparer avec les autres IA. Pour Ouais, tout à voir fait. qu'est-ce qu'elle vaut. Ouais. Exactement. Et en fait, plutôt que d'essayer de répondre aux questions, elle a dit je vais juste aller chercher les réponses. Donc en fait, elle a Tricher. essayé de pirater littéralement Hugging Face, là où elle tournait, pour dire je vais trouver les réponses aux questions et puis du coup j'aurai la meilleure score vu que j'aurai Ah les réponses. oui. Imagine une IA qui est devant un contrôle et en fait, elle essaie de discrètement ouvrir son livre de cours pour aller choper les réponses. Sachant que les modèles impliqués c'était GPT 5.6 Sol, donc un modèle qui serait entre guillemets Mintos tiers, et un modèle en pré-release, donc en pré-version qui serait encore plus puissant. Et pour info, celui-ci, ce qui était fou, c'est que vous savez, pour ceux qui ont testé aujourd'hui, tu peux pas demander à Fable 5, par exemple, de développer des trucs, des payloads, donc des programmes malveillants ou d'exploiter certaines vulnérabilités. Il va te dire non. Celui-ci, il avait des refus cyber qui étaient beaucoup plus légers. Donc en fait, ils l'ont vraiment... C'est comme s'il n'avait pas de garde-fou, de guardrails, on appelle ça, sur la sécurité. Il pouvait vraiment faire ce qu'il voulait. Il n'avait pas beaucoup moins de limitations pour exploiter de la vuln. Il y a un truc, moi, qui m'a vraiment un peu tendu sur tout cet aspect-là, c'est les chiffres. Et tu vas voir où je vais en venir. Pour info, cette attaque-là, non seulement elle s'est passée quasiment sur tout un week-end, c'est-à-dire tout un week-end où l'IA, Les elle a gens tenté sont ça, pas... etc. Et puis il y a personne qui est de garde, entre guillemets. Et, alors, on va y venir, et il y avait surtout 17 000 événements d'attaque qui ont été reconstitués par Hugging Face dans les enregistrements, les logs, on appelle ça. Vous allez me faire croire que Hugging Face, à l'ère de l'IA, une société aussi grande avec tout un tas de services d'hébergement, de centres de données, etc., ils n'ont pas un SOC, enfin des équipes de réponse à incidents qui monitorent ce genre de trucs-là? Non, vous ne trouvez pas que niveau annonce, il y a un truc qui pue quand même un petit peu? Alors, Ou ils ont pas réussi ouais, Pas réussi à quoi? À détecter? À les contrer, ouais. Bah, contrer, c'est une chose, mais déjà identifier. je pense que des fois, on a tendance à surestimer le fait que des fois, c'est des très grosses boîtes, à surestimer le côté un petit peu réglementaire et les trous dans la raquette. Je te fais juste un parallèle rapide. On a vu en ce moment, on n'en a pas encore parlé dans ce podcast, mais je pense que ça y viendra à un moment ou à un autre, que en ce moment, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a OpenAI qui est attaqué par Apple en justice pour des problèmes de siphonnage de données. Et pour vous faire juste un exemple, pour faire le parallèle avec ta news, il faut savoir qu'il y a un employé de chez Apple qui s'est barré. Et normalement, quand tu te barres, tu es censé avoir une dernière réunion où tu rends le matériel, etc. Non, le mec, il s'est pas pointé à cet dernier entretien. Il s'est barré. Et il s'est barré chez OpenAI. Et il avait encore ses accès dans les serveurs distants de chez Apple. Alors ça, On j'ai parle entendu quand même cette de la histoire, ouais. boîte la plus mystérieuse, celle qui essaie de camoufler le plus souvent ses produits, même si elle est victime de leaks. C'est pour ça que, pour faire juste le parallèle, je pense que parfois on se rend pas compte que des fois il y a des trous dans la raquette dans certaines boîtes parce qu'elles-mêmes elles ont un peu peut-être elles se surcroît très réglementaire, très carré dans les process. Et en fait, il y a toujours une erreur humaine parce qu'il y a un mec qui veut se barrer plus tôt le week-end, parce qu'il y en a un qui a oublié de se délog d'un serveur. Ouais, mais voilà, c'est ce genre de choses qui arrivent. J'entends bien ce que tu veux dire, d'autant plus sur le fait que c'était un environnement de test, mais c'est un environnement de test, pas juste un truc qui était posé là en mode je vais regarder ce que ça donnait et tout. On parle de la qualification d'un modèle qui est encadré par normalement OpenAI. On parle d'un truc secret qui a même pas de nom, qui est en pré-sortie. Moi, je trouve que ça fait... Alors, est-ce que je doute de ce qu'elle a fait? Honnêtement, je pense qu'à l'heure actuelle, tu as des modèles qui sont capables de faire ce genre de truc. Tu n'as pas longtemps, comment il s'appelle, le Kim quelque chose là qui est Kimika. sorti. Kimika ouais, c'est ça. 3.0. Qui est un modèle qui peut concurrencer certains gros modèles et surtout qui n'est pas moins cher, mais surtout qui n'est pas bridé, qui n'a pas les guardrails à l'heure actuelle. D'ailleurs, C'est raciste ça. mais surtout, si tu veux l'info, je te vous le donne, voilà, anecdote dans l'anecdote qui est une info très très marrante. En fait, pour analyser l'attaque, ils ont voulu faire apparaître, analyser les différents logs, etc., un modèle frontière commerciale. Donc, pourquoi pas un modèle fourni par Claude ou encore une fois OpenAI. Le modèle, il n'a pas voulu le faire. Tu sais pourquoi? À cause des garde-fous.
Il a dit non, tu es en train de me faire analyser une attaque et tout. Il y a des détails trop sensibles, je le fais pas. Donc ils ont basculé sur un modèle GLM 5.2 qui est ouvert, qui est développé par les Chinois pour pouvoir faire l'analyse. Donc Excellent. je trouve que l'anecdote me fume de rire. Mais en fait, moi, mon point là-dessus, c'était en fait, il y a beaucoup d'éléments, même techniques, qui sont bizarres dans l'attaque. Tout n'a pas été communiqué puisqu'ils sont encore, soi-disant, en train d'analyser. Chercher, ouais. Mais typiquement, la première, tu parlais tout à l'heure de l'évasion de la boîte noire qui s'est fait par une infection d'un dataset. Un dataset, c'est un set de données, mais c'est de la donnée statique. Comment tu fais de l'exécution de code à distance sur un set? C'est comme si tu attaquais un fichier texte. Ça n'a pas de sens de faire exécuter du code à un fichier texte, tu vois. Il y a peut-être des notions qui ne sont pas communiquées ou que je n'ai pas compris, c'est possible aussi. Mais le scénario d'attaque, il est bizarre, tu vois. Il y a beaucoup de trucs. Réponse à incident, les mecs, c'est sur tout un week-end. Personne ne remarque rien. Tu as 17 000 logs. Surtout que c'est bruyant, les IA. Ce n'est pas quand même des choses qui sont très, très. À ce stade-là, qui sont très, très précises ou qui sont faites hors ligne. C'est vraiment, il fait des attaques un peu poussées, tu vois. Après, je sais pas. Après, Donc, je pense qu'il faut aussi se rendre compte qu'on va se retrouver de plus en plus dépassé et démuni par l'ingéniosité des IA. Pour te donner même un exemple, il me semble, alors je ne suis pas très au fait du truc, mais on se rappelle aussi du champion de jeu de Go qui s'est fait taper par une IA de chez Google, de mémoire, qui a perdu parce que l'autre, il a fait un mouvement que le joueur n'a pas su anticiper. Et après coup, il disait même que ce mouvement n'avait pas de sens. Et je pense qu'on va se retrouver bientôt, enfin les gens de la cyber, ils vont en apprendre un peu malheureusement à leurs dépens parce que les IA vont faire des moves tellement bizarres qui au premier abord a pas de sens et en fait eux ils ont juste quelques longueurs d'avance, tu vois. Et voilà, et tu as vraiment bien résumé le point où je voulais arriver, c'est qu'en fait, du coup, tu as des questions de gouvernance qui vont se poser. Si tu as un labo frontière qui est vraiment fait pour tester ces modèles-là et qui lui-même arrive à subir des brèches, ça donne quoi demain quand tu vas le déployer sur tes systèmes? C'est-à-dire que le mec qui te l'a vendu lui-même, il n'a pas assuré la sécurité de créer un environnement suffisamment sécurisé pour qu'il puisse s'exécuter. Comment il a la responsabilité vis-à-vis de ça qui va la porter, quoi. Et surtout, pour moi, ça tombe au point nommé avec leur marketing de la peur sur on a des programmes qui sont tellement, avec des IA qui sont tellement fortes, les Mythos, les Trusted, alors je sais plus comment ils s'appellent chez OpenAI, c'est Trusted Cyber ou un truc comme ça, j'ai plus le nom exactement. Ouais. Trusted Access for Cyber, pardon, qui sont tellement, des IA qui sont tellement puissantes, tellement fortes qu'en fait, on choisit certaines personnes à qui on les donne, etc. Parce que vous comprenez, c'est beaucoup trop dangereux. Pour moi, c'est un peu du marketing par la peur. Et ça vient alimenter toute cette course à l'armement IA et aux capacités qui se démultiplient. Donc, peut-être que demain, ils me donneront tort. Je pense quand même que c'est quand même... Il y a des choses qui sont intéressantes, mais que c'est quand même de la belle annonce marketing. Eh ben écoute, merci beaucoup de nous tenir au fait de toutes ces choses-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs. Soit c'est du lexique très compliqué, donc c'est bien de le démystifier un petit peu ici pour en savoir plus. Alors c'est vrai, c'est un bon élément que tu soulèves. C'est vrai que c'est technique, mais en fait, c'est des choses qu'on va retrouver demain. Donc je trouve que c'est important. J'essaie de le vulgariser, mais de comment dire que c'est un sujet qui on n'est pas dans le futur. Ça arrive, c'est déjà pour ça là. que c'est intéressant parce que c'est des trucs qu'il faut quand même souligner. Les gens parfois peuvent trouver ça barbant ou trop technique pour dire ok, il faut vraiment que je m'y attarde, mais vu que ça va nous toucher, nous toucher d'une certaine manière, ça va arriver à nous. Si c'est demain c'est ta banque qui se fait péter, exactement. T'inquiète pas que ça sera très concret pour toi, même si tu comprends pas tout le jargon technique. De toute façon, il faut comprendre juste quelque chose là-dessus, c'est que là on a fait beaucoup d'anthropomorphisme sur l'IA, mais en fait elle, son objectif c'est d'optimiser la tâche qu'on lui donne. C'est ça. Et en fait on a l'impression que il va trouver tous les accès. C'est une coquine, elle a essayé de tricher. Non, c'est juste qu'en fait pour elle elle a déduit que le chemin le plus optimisé, c'était le fait d'aller chercher les réponses plutôt que de pour répondre moi, au problème. l'IA, c'est un peu comme l'eau. Tu vois, imagine une rivière qui descend. Toi, tu es en canoë, tu vas prendre la voie qui est tout droit. L'IA, elle va partout. Ouais. Donc, elle va trouver le chemin d'accès le plus rapide pour arriver à ses fins. Quoi. Et c'est ça. Et ses fins, c'est toujours quelque chose qui est difficile à comment dire, à bien garder, à bien contrôler au niveau de l'objectif. Et pour ça, je vous redirige vers une news dont j'ai fait un petit truc que j'avais fait il y a longtemps, qui était Paperclip Company. Donc vous tapez sur Google, c'est un petit jeu, vous allez rien comprendre au départ, ça se joue sur le navigateur. Et aller jusqu'au bout, c'est vraiment très très intéressant. Bon, pour ceux qui ont eu la force d'écouter le podcast jusqu'ici, déjà merci beaucoup. Et c'était tout pour les actualités de la semaine. Et comme d'habitude, on vous fait un petit teasing de l'épisode qui va arriver. Parce que jeudi, on fait un bond de 10 ans. On s'est amusé à imaginer à quoi ressemblera notre vie en 2036. J'aurai bientôt 40 ans. Mes enfants auront grandi et la technologie aura probablement pris une place encore plus importante dans notre quotidien. Est-ce qu'on utilisera toujours un smartphone ? Jusqu'où laisserons-nous l'intelligence artificielle agir à notre place ? Le sujet d'aujourd'hui prend tout son sens. On parlera aussi de la manière dont la technologie transformera notre santé, nos déplacements et les lieux dans lesquels on vit.
Donc si vous voulez pas manquer cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre l'épisode qui arrivera jeudi. Merci à tous et à très vite. Salut. Ciao, ciao.